qui est là pour aller perpétuer les guerres états-uniennes. Bon, nous, à la rigueur, on aura tendance à se dire, espérons que le pacifiste va remporter la partie, même s'il est un petit peu fanfaron, un petit peu spécial. Mais c'est les États-Unis, c'est pas notre problème. Mais les journalistes, qui sont des colonisés mentaux, il n'y a pas d'autre mot, veulent absolument nous vendre Kamala Harris comme étant la panacée, comme si ça nous concernait, comme si on devait voter nous-mêmes pour Kamala Harris et nous dire Trump il est méchant. Alors moi j'ai comme ça, je suis pas sûr de ce que je dis, mais il semblerait que M. Trump veuille arrêter la guerre en Ukraine. Oh, je crois que c'est le problème. Ça doit être ça le problème, à mon avis, pour nos journalistes, parce que là, je disais par exemple, c'est pour vous donner un peu l'état d'esprit de nos journalistes. Tout à l'heure, je disais dans le train, le Sud-Ouest. Et il y a un journaliste qui a pondu un article sur un Ukrainien qui est tombé sur la ligne de front, qui vient de la 67e brigade. Et pour ceux qui ne savent pas, la 67e brigade d'infanterie en Ukraine, c'est Pravi Sector. Pravi Sector, c'est secteur droit, c'est les bons néo-nazis, les vrais, les gars qui s'assument avec les petites croix gammées, toutes les références au nazisme, ceux qui étaient à Euromaïdan et dont on soupçonne que c'était eux les fameux tireurs d'élite qui ont abattu des dizaines et des dizaines de gens, des policiers, des civils, et qui ont investi le Parlement, la mairie de Kiev, ont fait chuter Yanukovych, et qui aujourd'hui ont la main mise sur l'appareil d'État ukrainien. Si aujourd'hui Zelensky disait « je veux faire la paix, j'accepte les conditions de la Russie », en fait il serait buté par ces gens-là. Et donc ce Sud-Ouest qui nous expliquait qu'un hommage était rendu en Ukraine à ce petit gars, disait certains disent que Pravi Sector serait peut-être d'extrême droite. Non, c'est d'extrême droite et c'est réellement nazi, c'est pas certain, c'est pas parfois, il n'y a pas de nuance à mettre dans la tonalité. Il n'y a absolument aucune nuance à placer pour des groupements fascistes, nazis, qui existent réellement en Ukraine. Mais vous savez, les belles valeurs de l'Europe, les valeurs de la République, dont se répandent nos journalistes bobos pour nous parler de l'Ukraine en disant c'est le peuple opprimé, comme si pendant 8 ans ce qui se passait dans le Donbass, avec le régime ukrainien qui bombardait des civils dans le Donbass avec 15 000 morts là-bas, ça n'a jamais existé. Le massacre de la maison des syndicats à Odessa par les nazillons, ça n'a jamais existé. Ils vont jamais vous parler d'un Arsène j'ai peur de d'écorcher son nom, Lavakov, qui était ministre de l'Intérieur ukrainien sous Poroshenko. Vous n'entendrez jamais parler de son nom dans les médias, et c'est lui qui a recruté les milices Azov et Pravi Sector pour aller défoncer des civils à Mariupol qui n'étaient pas d'accord avec le putsch d'Euromaïdan. Ils ne vont pas vous en parler, ils ne vont pas vous parler d'Igor Kolomoïski qui finançait ces groupements néo-nazis. Ils ne vont pas vous parler de Victoria Nuland qui, pareil, s'était accoquiné avec le parti Svoboda, qui est lui-même un parti néo-nazi en Ukraine. Ils ne vont pas vous parler de ça. Ils vont juste vous dire les Ukrainiens sont les pauvres opprimés de cette histoire, les Russes sont les méchants, allons faire la guerre à la Russie, de première puissance nucléaire au monde, partenaire de 2 guerres mondiales qui nous a permis d'asmater les Allemands, rien que ça, on est chacun du bon côté, fournisseur de matières premières essentielles à la France pour notre industrie et pour chauffer les Français, mais non, il faut faire la guerre à la Russie. Et donc, on ne peut pas dire que nos journalistes défendent les intérêts nationaux, ou du moins sans souci, lorsque finalement ils font la propagande de la CIA. Parce que quels sont les seuls intérêts qu'il y a derrière cette guerre? C'est-à-dire, si nous on est à la chair à canon de réserve des États-Unis, c'est pas pour rien. Les États-Unis ont deux océans pour les protéger. Au-delà d'un arsenal nucléaire, ils ont l'océan Atlantique et l'océan Pacifique pour les protéger de toute invasion terrestre. Nous, de notre côté, on est sur le même continent avec la Russie. Donc si on fait la guerre, les États-Unis s'en foutent. Les États-Unis n'arrêtent pas de dire non aux Européens, il ne faut pas livrer des missiles à longue portée. C'est escalatoire, c'est trop dangereux. Les Européens, et particulièrement les tarés
qu'on a dans notre gouvernement et dans nos médias, dit si, il faut provoquer la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, et là faut leur livrer des missiles à longue portée, qu'on puisse taper sur Moscou, comme si pour nous il n'y aurait aucune conséquence. C'est-à-dire que si un jour la Russie, face à ces livraisons d'armement qui peuvent atteindre Moscou, décide en représailles de frapper une ville où on fabrique ces missiles, par exemple en France, les missiles Scalp, qu'est-ce qu'on fait nous? On va répondre avec l'arme nucléaire? On va envoyer nos 300 000 soldats face à la Russie? On fait quoi? C'est quoi le but du jeu? Et qui va en profiter? Qui va mourir pour qui? Donc nos médias sont complètement dans la main des Américains. Ils nous vendent une guerre contre nos intérêts fondamentaux, et ils nous demandent en plus de prendre position pour un candidat à la présidentielle américaine qui est plutôt va-t-en-guerre, qui plus est, mais en plus on n'est pas en situation de voter. Ça me fait penser un petit peu dans l'histoire à ce qui s'est passé avec l'Empire romain. L'Empire romain, sa spécialité, c'était de corrompre les élites gauloises, des peuples germaniques, enfin de tous les peuples colonisés par les Romains. En fait, ils préféraient corrompre les élites. C'est beaucoup plus facile. Pas besoin de corrompre les peuples tout entiers, de les asservir à leurs intérêts si les élites les suivent. C'est exactement ce qui s'est passé avec nous. Toutes nos élites politico-médiatiques sont dans la main des Américains. Ils nous ressortent le narratif des Américains. Ils sont là pour servir leurs intérêts. Et les Français, c'est pas qu'ils ne sont pas conscients de la chose, c'est qu'ils ne se révoltent pas. Et il serait peut-être temps à un moment de se libérer de cette tutelle mentale des Américains. Nous ne sommes pas Américains, nos intérêts ne sont pas ceux des États-Unis, ils sont même fortement contradictoires avec ceux des États-Unis. Et j'invite tous ceux qui nous entendent actuellement à nous rejoindre dans toutes les mobilisations que l'on fait dans les médias. Je rappelle qu'on le fait tous les premiers samedis du mois. Donc il suffit de suivre sur vigimedia.info et de se renseigner, parce que vous aurez toujours l'annonce une semaine ou deux à l'avance. Et voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est reprendre le contrôle de nos médias, puisque ces gens-là sont des agents d'influence des Américains. Sylvain tout à l'heure a évoqué les accords de Bloom-Barnes, B-Y-R-N-E-S, Barnes. Donc ce sont des accords qui ont été signés le 28 mai 1946. Alors par rapport au contexte politique, 1946, la guerre est terminée. Néanmoins, la France est encore un peu en ruine, en reconstruction, et surtout, on est en train de reconstruire un peu, de réfléchir à le gouvernement qu'on va mettre en place. Et on est en train de réfléchir justement à la constitution qu'on est en train d'écrire. Arrivera en fait à la fin de l'année la 4e République qui se mettra en place en octobre. Donc on est quand même dans un moment qui est encore pas mal en chaos. Dans ce contexte-là, les États-Unis en fait vont avoir un rapport avec la France et notamment lui dire vous êtes endettés et on va réfléchir à des accords par rapport à vos dettes. On va réfléchir comment on peut effacer vos dettes. Donc il faut savoir qu'à l'époque la France est endettée de 2 milliards de dollars envers les États-Unis, et les milliards de dollars de l'époque ce ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'aujourd'hui. C'est vraiment une somme extrêmement importante. Et forcément, par rapport à tout l'effort de guerre qu'il y a eu, c'est évident que on s'est endetté. Ici, en fait, on va avoir donc d'un côté le secrétaire d'État des USA qui s'appelle James F. Byrnes, le fameux Byrnes de l'accord Bloom-Byrnes. Et de l'autre côté, on a des représentants de la France que sont Léon Blum et Jean Monnet. Le fameux Jean Monnet que pour certains... ce nom sonne à leur oreille. C'est un lien direct évidemment avec celui qui nous a construit l'Union européenne. Et donc en fait l'idée ça va être de créer des accords dans lesquels on va ouvrir des marchés avec les États-Unis. Quand on étudie l'histoire des États-Unis, on se rend compte que, alors déjà comme je le disais tout à l'heure, ils sont énormément en guerre, ils sont presque tout le temps en guerre, mais ce sont aussi des pays qui vont tout acheter. Et là, en fait, l'idée, justement, de par la dette, ils vont acheter l'influence qu'ils vont faire entrer en France. Donc l'influence la plus connue, c'est celle du cinéma. Et donc l'idée, c'est déjà d'enlever des quotas qui pouvaient exister autrefois,
Des quotas qui avaient été mis, alors que je regarde mes notes, en 1936, avaient été introduits donc, des mesures de protectionnisme avec un régime de quotas limitant les films américains. Donc en fait, on faisait en sorte qu'à l'affiche, il y a un nombre très limité de films étrangers qui passent en France pour promouvoir les créations françaises. L'idée donc c'est de faire sauter déjà ce premier quota, mais aussi de mettre un quota en disant nous souhaitons qu'en France, nous ayons quand même un certain nombre de films qui sortent à l'affiche chaque année. Et donc il y a des négociations qui sont mises en place. Et donc ce qui va se passer, c'est que la France, elle souhaite, alors c'est un système qui fonctionne sur 13 semaines. Sur 13 semaines, la France souhaite conserver 7 semaines sur 13, dans lesquelles il y aura des productions françaises qui sont mises à l'affiche au cinéma. Et les accords vont se terminer avec seulement 4 semaines sur 13, dans lesquelles il y aura des films français. Ce qui fait qu'en gros, on va diviser par 2 à peu près le nombre de productions françaises qui existent. Et donc, il y a un certain nombre de cinémas en France qui vont faire faillite. Il y a un certain nombre de cinémastes qui vont arrêter de produire des films. Et donc, ça va être un gros frein sur la culture française en termes du cinéma. De l'autre côté, au contraire, on va mettre des quotas pour qu'il y ait un certain nombre de films américains qui soient mis à l'affiche. Donc, ça monte entre 40 et 50% de films américains qui sont diffusés en France. Et aujourd'hui, en fait, on est encore dans ce rapport, entre 40 et 60% de films américains qui sortent en France, avec évidemment une publicité monstrueuse, qui fait que petit à petit, décennie après décennie, la culture américaine, en fait, va se mettre en place en France, et dans les esprits des Français. Donc évidemment, à l'époque, c'est tout nouveau. Les Français ont déjà vu quelques films américains, il y a déjà des grosses productions. Mais en fait, ça va petit à petit entrer dans la vie des gens, et notamment des nouvelles générations, avec des enfants qui, dès leur plus jeune âge, vont commencer à voir ce type de film. Et c'est notamment justement toute la génération des baby-boomers qui va bénéficier, entre guillemets, de ces accords et de cette culture. Donc évidemment, les générations suivantes, ça continuera. Et cet esprit vraiment influence la France depuis maintenant, plus de 70 ans. Et en parallèle de ça, en fait, les accords Bloom-Bynes ne touchent pas que le cinéma. C'est vraiment sur le cinéma où ça a été le plus voyant, mais le monde de la musique aussi a été touché. Alors beaucoup moins sur le moment, mais c'est venu après coup. Et aujourd'hui, quand on allume la radio, je vous invite à compter le nombre de chansons qui sont chantées en français par rapport à celles qui sont chantées en anglais. Ça montre bien en fait la domination qu'on peut avoir en termes de culture et finalement en termes de façonnage des esprits. Ces accords, c'est également des accords sur d'autres domaines. Notamment, donc on va voir, je disais le cinéma qui était le plus touché, la musique, mais aussi l'automobile, dans lesquels notamment notre ami Ford va vendre ses voitures. On va voir l'agroalimentaire, l'industrie chimique et l'industrie textile. Donc tous ces marchés en fait sont ouverts. Ce qui pouvait s'appeler le protectionnisme français sur ces domaines-là est complètement cassé. Et l'idée, c'est d'aller vers une sorte de libre-échange, et notamment libre-échange avec nos amis américains. Donc dans ce là-dedans, il y a Jean Monnet qui joue un rôle. Je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est lui en fait qui a participé avec Léon Blum sur la partie française de ces accords. Et donc d'une certaine façon, il a vraiment renoncé au protectionnisme français qui pouvait exister. Et quand on verra justement le travail qu'il a fait sur la construction de l'Union européenne, c'est tout à fait cohérent par rapport au personnage. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur ce sujet qui peut sembler un petit peu anodin au premier abord, mais qui en termes de façonnage des esprits et en termes de destruction de l'esprit d'un peuple est vraiment très important. Et je me faisais une petite réflexion, alors pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux vidéo, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Civilisation. Et dans ce jeu, donc, en fait, on va construire une civilisation de l'âge de pierre jusqu'à l'âge moderne. Et progressivement, en fait, on va essayer d'avoir de l'influence sur les pays, nos adversaires, que sont les autres pays. Donc il peut y avoir des accords, il peut y avoir des guerres, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de façons de gagner dans ce jeu. Et notamment, en fait, il est tout à fait possible de gagner, et notamment de convertir, entre guillemets, des villes, des pays adverses,
par la culture. En faisant rayonner sa culture, en fait, on peut avoir finalement une influence sur un pays et le transformer en notre pays à nous. Donc, je trouve que c'est assez bien vu, en fait, surtout dans un jeu vidéo. En s'amusant, finalement, on comprend un petit peu mieux les fonctionnements du monde. Et ça résume un petit peu voilà, cette domination en termes culturels que les États-Unis, en fait, ont partout dans le monde. Donc là-dessus, comment se défendre? Déjà, simplement en être conscient. Simplement regarder, en fait, être critique. Donc c'est vraiment comme les médias. On ne vous dit pas qu'il faut arrêter de regarder les grands médias dominants. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est rester critique, en fait. Et ouvrez les yeux, faites attention, parce que ça fait partie d'une ingénierie sociale dans laquelle on essaye de vous mettre des choses dans la tête. Et restez, en fait, vraiment alerte par rapport à tout ceci. Comment on peut se battre autrement? C'est en essayant d'aller voir, en fait, des films français, mais aussi des films d'autres cultures, parce que c'est important de s'ouvrir sur le monde. Pourquoi pas des films américains, mais ce ne sont pas du tout que les seuls. Et donc on vous invite en termes de culture à vous intéresser vraiment aux autres pays du monde. Et il y a des films extraordinaires, des films indiens, des films russes. L'Afrique aussi produit un grand nombre de films très intéressants. Voilà, on vous invite en termes culturels à essayer d'ouvrir votre esprit plutôt que de justement vous fondre, vous concentrer seulement sur une seule culture qu'on vous impose et que peut-être jusqu'à maintenant vous ne voyez pas forcément, vous n'aviez pas forcément cette impression-là. Voilà, donc la culture, c'est quand même, ça fait partie de l'esprit des peuples. La culture française rayonne encore toujours énormément dans le monde parce que heureusement voilà, il y a une certaine inertie et la France a été un phare dans le monde en termes culturels depuis des siècles et des siècles. Voilà, sur les prochaines générations, on aimerait bien avoir des prochaines générations qui soient françaises, qui conservent quand même cet esprit, parce que l'esprit français, c'est une langue, mais c'est aussi une culture. Et la culture, en fait, doit continuer à être française et non pas simplement guidée par les codes américains. Je pense qu'on a fait le tour, là. C'était vraiment le symbole, Huffington Post, on l'a choisi vraiment pour ça, le symbole par rapport à l'Amérique, par rapport aux élections qui ont lieu en ce moment, qui actuellement sont le sujet numéro 1 que toutes les télévisions et que toutes les radios ne cessent que de diffuser, même les journaux. Mais n'oublions pas, nous ne sommes pas américains, nous sommes français. Oublions pas aussi que les Américains sont quand même un pays de grande domination sur la France. Et gardons notre esprit critique. Voilà.